Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors dans cette présentation, je vais essayer de vous montrer comment pratiquer l'IA agentique en utilisant l'un des outils qui sont très populaires, In8n ou In8n. C'est un outil qui permet d'automatiser normalement les workflows. C'est un outil de type no-code qui vous permet de créer facilement des workflows, de les automatiser. L'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer en fait comment créer des agents AI, comment en fait automatiser des tâches en se basant sur des agents AI. Et pour cela, je vais d'abord rappeler le concept des agents. Alors, pour expliquer le concept des agents, supposons que je suis dans une application dans laquelle l'utilisateur va poser une question sous forme d'un prompt à un agent. Alors, ce genre de question, ça peut être par exemple, alors je suis en train de parler à l'agent, ton rôle est d'envoyer un email au doctorant du laboratoire. Le message consiste à faire un appel à contribution à la journée doctorale organisée par le laboratoire de ZSCS et notre laboratoire. Alors pour les doctorants de première année, il faudrait préciser qu'ils doivent préparer un poster. Les doctorants de deuxième année, troisième année, quatrième année doivent participer avec une présentation orale. Le mail à envoyer devrait aussi contenir un résumé du planning de la journée doctorale. Et à la fin, donc, le mail devrait être bien formaté au format HTML parce qu'on va l'envoyer sous forme d'email. Et après, le mail est considéré être envoyé par le comité d'organisation. Donc voilà, donc ça c'est en quelque sorte ça c'est un message. Et puis donc la question que je vais poser c'est dans un contexte, c'est merci d'envoyer le mail aux doctorants de première année, uniquement de première année, au sujet de la journée doctorale. Alors ça c'est un exemple de question relativement un peu qui nécessite pas mal de choses pour pouvoir automatiser cette tâche. Alors on suppose si on pose cette question à l'agent. Alors d'abord un agent c'est quoi? Un agent c'est une entité autonome qui a un but à atteindre. Donc ça veut dire que il est en fait créé sachant qu'il a un but à atteindre. Et justement pour décrire ce but, donc on va décrire le but ou bien la tâche à réaliser en utilisant un prompt. En fait, ça c'est juste pour vous rappeler qu'un prompt généralement se compose de trois parties principales. Bon, il y a une partie qui est fixe, qui est system message. Bon, dans system message, généralement, c'est là on précise, on va dire les instructions qui permettent de bien décrire la tâche à exécuter, à réaliser par l'agent. Alors, dans notre cas, ce qu'on voit ici en bleu, ça peut être system message. Donc, c'est une partie qui est, on va dire, fixe. Donc, je suppose que cet agent-là, sa tâche, c'est de répondre à des questions de type, par exemple, ce qui est écrit en noir, par exemple, merci d'envoyer le mail au doctorant de première année. Donc voilà, donc quand on va poser la question à l'agent, on va lui poser cette question, forcément il a besoin donc d'utiliser system message qui est une partie fixe du prompt, c'est celui-là, qui va lui décrire c'est quoi la tâche, le contexte, quelle est la tâche à effectuer. Et puis donc vous voyez donc il y a la partie qui est variable, qui est saisie généralement par l'utilisateur, c'est user message. Donc vous voyez donc user message, c'est cette partie-là que souvent qu'on va saisir dans une zone de texte et qui va être envoyée vers l'agent. L'agent forcément il va prendre la partie user message, il va l'associer à system message et ça va constituer un prompt. Alors sauf que parfois dans des tâches un peu complexes, dans le prompt on a besoin de préciser quelques exemples avec réponse. Donc c'est ce qu'on appelle les few shot examples. Donc ce qui fait que dans le prompt on peut dans des contextes pour parfois obtenir des résultats plus précis. Dans le prompt on précise quelques questions-réponses, quelques exemples de questions-réponses qui permettent de montrer au modèle LLM, c'est-à-dire de lui expliquer mieux la tâche. Donc un agent il a d'abord un prompt qui décrit le but à atteindre ou bien la tâche à réaliser.
Et puis un prompt a besoin d'une mémoire. Donc pourquoi il a besoin d'une mémoire? Parce que généralement, plutôt un agent, plutôt c'est un agent qui a besoin de la mémoire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'agent, il va utiliser un LLM. Et comme vous le savez, les LLM, ils sont de type stateless. Stateless, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'agent pose la question au Large Language Model, il va obtenir la réponse. Mais quand il obtient la réponse, le LLM ne va pas se souvenir de la question précédente et de la réponse précédente. Donc ça veut dire que donc pour que la conversation, c'est-à-dire pour que le LLM puisse comprendre la conversation, ben, l'agent a besoin d'utiliser une mémoire dans laquelle il va stocker la conversation, c'est-à-dire question-réponse, question-réponse, c'est-à-dire toute la conversation avec le LLM généralement, il sera stocké dans une mémoire de l'agent. Donc c'est la mémoire conversationnelle. Bon après, donc il y a différents types de mémoire qui peuvent être utilisés, mais c'est pour le moment. Donc on va essayer de rester là. Alors, et puis donc un agent donc a besoin des tools. En fait, les tools c'est quoi? C'est un ensemble de fonctions généralement qu'on a besoin d'utiliser ou bien de développer ou bien de réutiliser. Et c'est des fonctions souvent qui vont permettre d'accéder aux données de l'entreprise, aux données de votre application. Par exemple, à travers des applications via, par exemple, la couche métier de votre application, il y a des fonctions qui permettent d'accéder aux données de l'application. On peut utiliser des tools qui vont exploiter un système Retriever Augmented Generation, RAG, qui permet donc de profiter de toutes les données non structurées, des documents non structurés comme des fichiers PDF, et qui vont être souvent indexés dans une base de données sémantique, une base de données vectorielle qui permet donc de rechercher, c'est-à-dire le contexte relatif à une question dans les documents. Donc ça, j'ai déjà présenté pas mal de fois comment développer un système RAG. Et puis donc ces tools peuvent être toutes les fonctions qui sont souvent mises à disposition à l'agent. Par exemple, dans notre cas ici, dans notre tâche, ici, forcément, nous aurons besoin d'un tool qui permet d'envoyer un email, parce qu'en fait, on va demander à l'agent d'automatiser l'envoi des emails vers les doctorants. Donc, on a besoin d'un tool Gmail, par exemple. Et on aura besoin, en fait, d'utiliser un tool de type Google Sheet, parce que dans notre exemple ici, on va supposer que les doctorants sont stockés dans des feuilles, on va dire des documents de type Google Sheet. Et donc les tools dans d'autres applications, ça peut être un tool qui permet de faire une recherche sur Internet ou communiquer avec les repositories GitHub ou encore Jira, Facebook, géolocalisation, encore des tools qui permettent donc d'exploiter en fait c'est-à-dire les capteurs, tous les dispositifs IoT qui permettent de collecter les données. Donc l'essentiel, c'est le plus important, c'est qu'un agent, pour qu'il puisse réaliser une tâche, il a besoin, et on a besoin de mettre à sa disposition un ensemble de tools qui peuvent être utilisés. Donc ce n'est pas à moi de lui dire voilà le tool que tu vas utiliser, mais donc c'est grâce bien sûr au modèle de l'intelligence artificielle. Donc cet agent-là, il va savoir quand est-ce à quel moment il va faire appel à tel tool en fonction bien sûr de la question de l'utilisateur. Alors en tout cas, donc notre utilisateur va poser cette question à l'agent. Ben, l'agent généralement ce qu'il fait, c'est qu'il envoie la question directement vers un LLM. Donc c'est-à-dire qu'un agent a besoin d'un modèle de langage forcément. Alors ici donc il faut choisir pour l'agent un LLM. Bon, ça peut être des modèles de type OpenAI, Gemini, Claude, Queen, etc., DeepSeek, Llama, Mistral, etc. Donc on peut utiliser des modèles qui sont en fait propriétaires au niveau du cloud, comme on peut utiliser des modèles installés au niveau local, c'est-à-dire des LLM open source comme par exemple Llama ou Mistral, DeepSeek, etc. Donc ça dépend maintenant de la tâche à réaliser. Alors parfois on peut utiliser des LLM on va dire généralistes,
comme par exemple ChatGPT ou encore Llama, etc. Et parfois, nous avons besoin de faire un fine-tuning de LLM, c'est-à-dire on utilise un LLM, on le télécharge et après on va prendre en fait un dataset spécifique dans notre domaine, on va le réentraîner et ça va nous permettre de créer un LLM qui est spécialisé dans des tâches spécifiques à notre problématique. Bon, en tout cas, donc un agent, il a besoin d'un LLM. Donc, et forcément, qu'est-ce qu'il fait l'agent quand il reçoit la question de l'utilisateur? Ben, il va envoyer le prompt. Donc, je viens le prompt. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le prompt? Il y a la question de l'utilisateur, c'est ce qui est en noir, dans lequel il y a system message. Donc, c'est ce que vous voyez là en bleu, forcément qui est utilisé par l'agent. Et comme je disais, parfois, dans le prompt, on peut avoir quelques exemples avec réponse. Donc ça peut être utile dans des situations dans lesquelles parfois il est très difficile d'obtenir des résultats avec ce qu'on appelle des zero shot prompts. Pour cela, on utilise des few shot prompts dans lesquels on ajoute des exemples avec réponse. Donc on envoie le prompt vers le LLM. L'agent va lui envoyer la liste des tools dont il dispose. Ouais, donc ici, il y a un ensemble de tools qui sont mis à sa disposition. Donc, il va dire au LLM, tiens, voilà les outils ou bien les tools dont je dispose. Et après, le LLM, il va faire un raisonnement. Donc, il va raisonner selon la question de l'utilisateur, selon les tools dont je dispose. Eh bien oui, le LLM, il va déterminer quel est le tool qui va être appelé en premier lieu. Alors, dans notre cas ici, par exemple, le LLM va demander à l'agent, vous voyez donc c'est le LLM à travers sa réponse, il va demander à l'agent de lui donner la liste des doctorants, c'est-à-dire de faire appel à un tool qui permet de consulter la liste des doctorants. Alors forcément l'agent, il va appeler le tool qui permet par exemple d'accéder à Google Sheet pour récupérer la liste des doctorants. Et puis, bien sûr, ce tool, il va récupérer des résultats. Alors, ces résultats, c'est ce qu'on appelle les observations. Donc ces observations, donc c'est donc, si vous voulez, l'agent, il va agir sur l'environnement. Donc ça, c'est l'action, c'est la liste des doctorants. Et quand il agit sur l'environnement, il récupère des observations. Alors ces observations, donc c'est la liste des doctorants dans notre cas. Ben, à nouveau, qu'est-ce qu'il fait l'agent? Il va encore envoyer, bien sûr, il va envoyer la liste des doctorants, les observations. Il va envoyer les observations vers le LLM. Le LLM, il va encore raisonner. Il va encore demander, par exemple, à l'agent de consulter le planning de la journée doctorale. Par exemple, ici, parce qu'on lui a dit, on lui a demandé que dans le mail, il faut envoyer également un résumé du planning de la journée doctorale. Donc forcément, il va encore demander de faire appel au tool qui permet encore de consulter un autre Google Sheet qui contient le planning des doctorales. Et ainsi de suite. Donc, il va envoyer donc les observations et après, par la suite, donc ça peut être c'est-à-dire c'est une interaction entre le LLM et l'agent jusqu'à ce que le LLM dispose de toutes les données dont il a besoin pour rédiger ce mail. Et par la suite, il va demander encore à l'agent de faire appel à un tool qui permet d'envoyer le mail. Donc ici, donc l'agent, il va utiliser le tool qui permet d'envoyer le mail. Et après, par la suite, ce mail, il est envoyé. Donc, et c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, c'est souvent, il y a un ensemble d'interactions, questions-réponses. Plutôt, donc, il y a un dialogue entre l'agent et son cerveau, qui est le LLM, qui fait que l'agent, grâce au LLM, il peut déterminer à un instant donné quelle est l'action optimale ou bien quel est le tool qu'il a besoin d'utiliser. Et voilà, donc et après, donc jusqu'à ce qu'il ait toutes les données, et à la fin, donc l'agent, il va effectuer l'opération et après, il va répondre à l'utilisateur comme quoi le mail a été envoyé à l'ensemble des doctorants avec succès. Donc ça, c'est l'idée principale. Un agent, c'est comme ça qu'il va fonctionner.
Alors juste, il faut savoir une chose qui est très importante. Alors pour faciliter l'intégration des tools aux agents, il y a un protocole qui a été créé, que j'avais déjà l'occasion de présenter, c'est MCP, c'est Model Context Protocol, qui est un protocole qui permet d'intégrer facilement des tools avec les agents. Alors ce qui fait que grâce au protocole MCP, on va voir en fait il est très simple qu'un agent puisse se connecter à un serveur distant qui expose un ensemble de fonctions, c'est-à-dire un ensemble de tools qui peuvent être exploités par les agents. Et enfin, souvent dans les applications complexes, parfois un agent n'est pas suffisant pour c'est-à-dire résoudre le problème. Nous avons souvent besoin d'utiliser d'autres agents. C'est-à-dire on peut créer d'autres agents. Chaque agent il est spécialisé dans une tâche spécifique. Et puis donc si l'agent ne peut pas répondre à la question, vu les tools dont il dispose, il ne peut pas apporter une réponse. Et bien l'agent il peut communiquer avec d'autres agents, c'est-à-dire du système multi-agent, en utilisant un protocole qui s'appelle Agent to Agent. Donc ça c'est un protocole aussi qui est intéressant et qui permet donc de dialoguer, c'est-à-dire de rentrer dans un dialogue pour pouvoir exploiter l'intelligence collective. C'est-à-dire c'est plusieurs agents qui vont travailler en collaboration pour automatiser bien sûr les tâches. Donc on peut dire que en fait en résumé qu'un agent donc c'est une entité autonome qui a un but à atteindre et qui est défini si vous voulez selon un pattern plutôt qui s'appelle React. React c'est Reasoning Action, qui fait que un agent qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Il va d'abord raisonner selon l'environnement, il va faire un raisonnement, et pour faire le raisonnement il a besoin d'utiliser un LLM, forcément un modèle de langage. Et une fois qu'il va raisonner, il va déterminer quelles sont les actions c'est-à-dire à exécuter. Alors les actions, c'est justement ces tools qui sont souvent exposés via des serveurs MCP. Et donc il va agir sur l'environnement. Et quand il va agir sur l'environnement, eh bien, il va récupérer des observations. Oui, donc à partir de l'environnement, on va observer l'environnement, qu'est-ce qu'il nous donne. Et puis, une fois qu'on a des observations, on revient encore vers le raisonnement. Et pour raisonner, on remonte encore vers le LLM. Il va raisonner. Ensuite, il va déterminer quelle est l'action suivante à prendre. Observation, raisonnement, action, observation. Vous voyez, donc ça, c'est ce que je viens de vous décrire ici. C'est tout simplement ce qu'on appelle le pattern React, Reasoning Action. Donc ça, c'est l'un des patterns qui sont utilisés donc, pour construire les agents AI. Donc voilà, donc ça nous donne à peu près une idée comment fonctionne un agent. Alors maintenant, pour développer des systèmes multi-agents, donc vous aurez forcément besoin d'utiliser des frameworks. Et les frameworks ne manquent pas, donc il y a beaucoup de frameworks qui permettent de faciliter la création des agents. Mais si vous ne voulez pas écrire du code, notamment en utilisant des frameworks comme par exemple LangGraph, comme par exemple OpenAI Agent SDK, comme par exemple CrewAI, etc., etc. Donc il y a pas mal de frameworks que j'aurai l'occasion de vous présenter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'utiliser un outil de type no-code qui vous permet de faire pas mal de choses qui sont très intéressantes, qui permettent d'automatiser par exemple ce genre de workflow. On peut l'automatiser via un outil qui s'appelle initn. Alors justement, c'est ce que je vais vous montrer. Voilà, en fait, initn, donc c'est un outil l'avantage, c'est qu'il est open source. Donc c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger dans votre machine, vous pouvez le démarrer en local. Vous pouvez le déployer en cloud, mais également vous avez, vous pouvez l'utiliser directement au niveau du cloud. Alors ici, donc, si vous voulez travailler en local, donc vous pouvez l'installer. Donc vous pouvez utiliser Docker, vous pouvez utiliser npm, par exemple pour l'installer. Donc npm install initn de manière globale. Vous faites ça, et ça vous permet donc de l'installer en local. Alors ça, je l'ai déjà fait de manière globale.
Alors, vous l'installez une fois pour toutes dans votre système en local. Et puis, vous pouvez le démarrer. C'est ce que je vais faire. Et pour le démarrer, vous utilisez in8n start. Alors, ça démarre en fait in8n. Donc, c'est un système qui est développé en Node.js principalement, avec un front Vue.js. Vous pouvez il est démarré en local. Vous pouvez utiliser vous pouvez le consulter en localhost. C'est ce que je vais faire. Localhost 5678. Et là vous avez en fait l'environnement de in8n. Alors ce qu'on va faire, c'est on va créer des workflows. Donc ici j'ai déjà des workflows que j'ai déjà créés. Je vais en créer d'autres. Alors ici je vais désactiver ces workflows. Alors je vais créer un nouvel workflow. Alors pour créer un workflow, un workflow se compose, voyez, par exemple ça c'est un workflow dans lequel je trouve un ensemble de nœuds. Et après il y a différents types de nœuds. Il y a des triggers, c'est-à-dire c'est des déclencheurs. Et il y a également des nœuds de type action qui permettent d'effectuer des opérations. Et donc pour cela, supposons que vous êtes en train de créer un chatbot. Je vais commencer par créer un nœud de type, par exemple, en chat message. Alors, en fait, en chat message, c'est un nœud, généralement, qu'on a besoin d'utiliser quand, par exemple, on voudrait saisir, par exemple, une question qu'on va soumettre, par exemple, au workflow. Par la suite, il va la traiter. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Bon, on va garder les paramètres par défaut. Back. Donc, ici, vous avez un premier tool. Donc, ça, c'est un trigger, c'est un déclencheur. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un message qui est saisi par l'utilisateur. Et d'ailleurs, vous voyez ici, il y a une zone de texte dans laquelle je peux saisir un message. Et quand vous envoyez le message, alors il est envoyé vers ce nœud, ce trigger. Et après, alors pour le moment, il n'y a rien qui va se passer parce que maintenant, il va falloir que ce message soit reçu par un autre nœud qui va le traiter, etc. Alors dans mon cas, je voudrais que mon message arrive directement vers l'agent. Donc je vais créer un agent. Donc ici AI agent. Alors comme vous voyez un agent AI, je peux directement revenir back. Donc vous voyez un agent AI. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'un modèle LLM. Donc je vais choisir ici un LLM, un modèle. Alors là, vous pouvez travailler avec des LLM, soit open source, Grok, Mistral, etc., Llama, etc. Vous avez tout la panoplie des LLM classiques. Alors ici, je vais utiliser par exemple OpenAI, chat model. Alors bien sûr, pour utiliser OpenAI, il vous faut une API key. Alors forcément, c'est pour cela que dans cette partie-là, vous aurez besoin de créer Create New Credential. Donc forcément, il vous faut une clé OpenAI qu'il faut copier parce qu'autrement, ça va pas marcher. Alors, dans mon cas, si vous avez un compte OpenAI, plateforme OpenAI, directement API Keys. Ici, je peux créer une API Key. Créer et je peux l'utiliser. Alors bien sûr, si vous utilisez Claude, c'est la même chose. Si vous utilisez par exemple un LLM Llama local, vous n'avez pas besoin forcément d'une clé. En tout cas, vous pouvez utiliser ici, vous pouvez utiliser des API key. Vous allez la coller. Alors en principe, si vous le faites dans votre environnement une seule fois, vous n'avez pas besoin à chaque fois de la faire. Alors, vous voyez par défaut, en fait, l'agent, il va communiquer avec OpenAI via cette adresse. Donc ici, je vais utiliser déjà le OpenAI account, c'est-à-dire, j'ai déjà spécifié API Key, je vais l'utiliser. Et puis, vous pouvez spécifier quel modèle que vous voulez utiliser. Par exemple, ici, je vais utiliser, par exemple, GPT-4o mini, par exemple. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne le LLM. Alors, sauf que pour communiquer avec voilà, donc ça c'est pour le LLM. Et puis, vous avez besoin en fait, déjà, bon,
Supposons que je n'ai pas de tool. Ici, pour le moment, qu'est-ce que mon agent peut faire? Alors, ce qu'on peut faire, bon, je vais enregistrer. Je peux par exemple lui poser la question. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Alors maintenant, ce que je vais faire quand j'envoie, c'est-à-dire le message, vous voyez, donc il va vers l'agent. L'agent fait appel au LLM. Le LLM va me répondre. Il me répond, bonjour Mohamed, comment voilà, puis-je vous aider aujourd'hui? Alors ici, vous voyez donc, pour le moment, mon agent, il a un LLM. La question lui arrive directement, il l'envoie vers le LLM et après il va me répondre. Alors, si je lui dis par exemple comment je m'appelle, alors comment je m'appelle, vous allez voir qu'il va me dire je ne vous connais pas. Vous voyez ici, je ne sais pas comment vous vous appelez. Alors pourquoi il ne le sait pas? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que en fait les LLM sont stateless. Stateless, ça veut dire quoi? Bah, c'est quand vous envoyez une question vers le LLM, il vous répond. Bah, si vous lui envoyez une deuxième question, il ne saura plus de ce que vous avez, ce que vous lui avez posé auparavant comme question. Donc, ce qui fait, c'est la raison pour laquelle en fait un agent a besoin d'une mémoire conversationnelle et dans laquelle il va stocker toute la conversation, question-réponse, question-réponse. Et à chaque fois que l'agent envoie la question au LLM, il va lui envoyer la première question, la première réponse, la deuxième question, la deuxième réponse, et après la question de l'utilisateur. Donc avec ça, c'est que, c'est-à-dire dans le prompt, on envoie toujours ces few short examples, si vous voulez, ces exemples qui représentent la conversation, qui permet à votre bot c'est-à-dire de comprendre en quelque sorte la conversation. Alors c'est pour cela, on va ajouter une mémoire. Alors ici donc il y a différentes mémoires qu'on peut utiliser. Vous pouvez avoir des mémoires persistantes dans des bases de données. Par exemple, Postgres Chat Memory, vous pouvez utiliser MongoDB Chat Memory, etc. Vous pouvez avoir des mémoires persistantes. Alors, ou tout simplement, si vous voulez avoir une mémoire simple, vous utilisez Simple Memory. C'est ce que je vais faire ici. Alors ici, donc, je peux la configurer, par exemple, context window length égale à 5. Ça veut dire que 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mémoire, l'agent va garder les 5 dernières questions-réponses. C'est-à-dire, si vous posez la 6e question, tout simplement, dans la mémoire, on va trouver toujours une fenêtre, c'est-à-dire de 5 questions, les 5 dernières questions. Donc, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez mettre 10 ou ce que vous voulez, mais en tout cas, donc, je vais garder 5 ou 6, comme vous voulez. Alors, ça peut être par défaut 20, donc ça dépend de type d'application. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment donner la possibilité à l'utilisateur de conserver dans sa conversation les 20 dernières questions, c'est-à-dire à chaque fois vous envoyez les 20 dernières questions au LLM, comme ça il va comprendre mieux, c'est-à-dire la question de l'utilisateur, le contexte de la question de l'utilisateur. Alors que, sauf que à un moment donné, si vous mettez 20, ça fait beaucoup, parce qu'en fait le prompt devient plus grand, et comme ça devient plus grand, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tokens qui sont utilisés. Donc ça veut dire que c'est-à-dire si vous utilisez un LLM qui est payant, la facturation se fait via les tokens, donc vous avez forcément besoin d'économiser on va dire les tokens. Donc c'est pour cela que en fait il y a d'autres types de mémoire, c'est-à-dire au lieu d'envoyer bêtement les 20 dernières questions-réponses, il y a des mémoires qui permettent de faire une sorte de résumé, c'est-à-dire on fait une summarization, c'est-à-dire on fait un résumé de la conversation précédente, il va la compresser et donc quand j'envoie ma question, on va pas envoyer les 20 dernières questions-réponses, mais on va envoyer que par exemple le résumé ou bien l'abstract de la conversation précédente, et ça marche également. On peut avoir des mémoires qui permettent des mémoires sémantiques qui permettent donc d'envoyer que on va dire la sémantique de la conversation, etc. Alors en tout cas ici donc j'utilise une simple mémoire qui va conserver les 5 dernières questions-réponses. Alors maintenant,
Si je teste maintenant, je vais lui dire par exemple bonjour. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Alors vous voyez ici donc bonjour Mohamed, qu'est-ce que je peux faire vous? Et après que si je lui demande comment je m'appelle, alors cette fois-ci donc il n'y aura pas de problème, il va me dire que ton nom c'est Mohamed. Vous voyez? Vous appelez Mohamed, pourquoi? Tout simplement parce que maintenant mon agent a une mémoire. Alors c'est exactement ce que je veux parce que c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez donc l'agent il a un prompt. Pour le moment, le prompt de l'agent pour nous c'est juste la question posée par l'utilisateur. Il y a une mémoire, donc vous voyez ici. Alors pour le prompt de l'utilisateur, ici donc si vous regardez dans l'agent, vous allez trouver ici donc dans les propriétés de l'agent, vous allez trouver Add Option et vous allez trouver System Message. Alors vous voyez donc ici un agent il a un prompt, mais dans le prompt il y a System Message. Vous voyez donc par défaut le System Message c'est quoi? C'est You are helpful assistant. Alors ici dans notre cas, dans notre par exemple ici, pour moi le System Message c'est tout ce texte là. Ton rôle est d'envoyer un email, etc., etc. Donc je vais prendre ça, ce texte. Alors donc ça c'est System Message. Donc vous voyez donc le ton rôle. Vous êtes par exemple, vous êtes un assistant dans un laboratoire de recherche. Et après, on va lui dire ton rôle est d'envoyer un mail pour les doctorants, etc. Le message consiste à faire appel à contribution à la journée doctorale organisée par le laboratoire. Alors pour les doctorants de première année, il faut préciser qu'ils doivent plutôt préparer un poster. Les doctorants de deuxième année, troisième année, quatrième année doivent participer avec une présentation orale. Le mail à envoyer devrait contenir aussi un résumé du planning de la journée doctorale. Et puis le mail devrait être aussi bien formaté au format HTML. Le mail est considéré être envoyé par le comité d'organisation. Et après, à la fin, une fois que les emails envoyés, je vais lui demander de mettre à jour la date d'envoi du message. Donc, c'est-à-dire dans le Google Sheet, donc je vais essayer donc de mettre à jour un champ, par exemple, est-ce que le message a été envoyé? Donc je vais préciser ces informations au niveau du champ. Voilà, c'est ce que je vais faire ici. Voilà, donc ça c'est le système message. Alors sauf que pour le moment, si vous voulez poser la question, par exemple, on voit le mail. Merci d'envoyer le mail. Au doctorant de première année. Alors ici, donc, il sera incapable de répondre à cette question parce que pour le moment, il n'a pas de tools. Jusqu'à présent, il n'a que le LLM. Alors quand on va, vous allez remarquer ici, il y a des itérations. Ici, là, il vous répond avec une page HTML, les doctorants de première année invités. Il vous envoie un exemple de mail, un exemple de mail, mais en fait, la tâche n'a pas été effectuée. Pourquoi? Tout simplement parce que votre agent ne connaît pas la liste des doctorants, il n'a pas les outils qu'il va utiliser pour envoyer le mail, etc. Donc c'est pour cela donc qu'on a besoin d'ajouter donc les tools. Vous voyez donc ici, l'agent dispose d'un ensemble de tools. Alors dans les tools, dans notre cas ici, on a besoin d'utiliser un tool sous forme d'un Google Sheet. C'est ce que je vais faire. Alors je vais utiliser Google Sheet. Alors Google Sheet Tool.
Alors la même chose pour interagir avec Google Sheet. Premièrement, j'ai besoin d'abord de créer un sheet. C'est ce que je vais voir ici. Je suppose que dans mon compte ici, donc j'ai un sheet doctorant dans lequel j'ai conservé donc un tableau j'ai réduit la liste juste pour mettre des exemples simples. Ici j'ai le nom, le prénom, l'email personnel du doctorant. Alors je n'ai pas mis la vraie adresse mail. À sa place, donc j'ai mis mon adresse mail. Comme ça, je vais juste vérifier est-ce que le mail est bien reçu. Et après le niveau de c'est troisième année, première année, quatrième année, j'ai le sujet de thèse. Et j'ai le nombre de communications, tout ça, donc peu importe, le nombre de publications du journal. Alors je n'ai pas besoin, ça je n'ai pas besoin, le directeur de thèse, etc. Bon, c'est tout ça, je n'ai pas besoin. Et après, mais par contre, j'ai ajouté deux colonnes, doctorant informé, oui ou non. Ici, c'est pas à moi de mettre ça. C'est-à-dire, une fois que l'agent envoie le mail, il va marquer comme quoi le doctorant est informé. En même temps, c'est à lui d'ajouter la date c'est-à-dire d'envoi des mails. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, vous voyez, donc le sheet, elle est là. Et puis, maintenant, il vous faut la même chose. Il vous faut accéder à Google Sheet. Alors maintenant, pour accéder à Google Sheet, donc il va falloir autoriser. Il faudrait utiliser donc console.cloudgoogle.com. Alors ici donc il va falloir créer un projet, il va falloir ajouter. Alors ici donc oui, ici donc la liste des projets ici. Donc je vais créer un projet. Le projet par exemple je vais l'appeler par exemple in8n par exemple doctorant. Créer le projet. Une fois que le projet est créé, je vais le sélectionner. Et sélectionner ce projet-là. Donc ça c'est le projet. Et puis dans ce projet-là, il va falloir ici, il va falloir d'abord activer le sheet, Google Sheet, l'API Google Sheet, oui, Google Sheet API. Donc il va falloir autoriser, l'activer. Alors une fois que vous activez l'API Google Sheet, il faut également, pour pouvoir accéder en fait à l'API Google Sheet, il vous faut activer également l'API Drive, Google Drive API. Alors ça c'est, s'il n'est pas activé, il faut l'activer, parce que si vous l'activez pas, donc vous n'aurez pas le droit d'accéder c'est bien sûr aux services comme Google Sheet, comme même les emails. Donc ça c'est plutôt les Google Docs, tout ce qui concerne les documents qui se trouvent dans Google Drive. Donc vous aurez besoin d'activer cette API là. Voilà, une fois que c'est créé, il va faut créer donc les identifiants. Alors ici pour créer les identifiants, voilà, configurer l'écran de consentement, ça c'est important. Parce qu'en fait, Google, il utilise une authentification OAuth2. Donc ici, premier pas. Donc je vais lui demander, donc je vais créer une application que je vais appeler doctorant app. L'adresse mail, ça c'est mon adresse mail. Suivant. Voilà, quel type d'utilisateur externe. Suivant. Et puis l'adresse mail, je vais utiliser la même. Med. .net@gmail.com. J'ai utilisé une adresse différente. Suivant. J'accepte. Ça c'est le consentement créé. Alors ça c'est une étape qu'il faut faire pour chaque projet.
Et puis maintenant, vous pouvez créer donc un client O2. Ici donc le client, créer un client O2. Alors quel type d'application? Application web. Donc l'application, je vais l'appeler doctorant. Alors pour l'application, j'ai besoin, ici il y a quelque chose d'important, il faut en fait l'URI de redirection ici. Vous aurez besoin d'ajouter une URI de redirection que vous allez récupérer, que vous pouvez retrouver ici. Alors vous voyez donc ici, si vous créez sur Google Sheet, si vous créez New Credentials, vous allez trouver, voilà, ici, vous avez cette adresse-là, c'est un callback, parce que dans, en fait, l'authentification O2, donc on a besoin de c'est-à-dire de cette adresse-là. Une fois qu'il s'authentifie, il a besoin de savoir vers quelle adresse il va envoyer le code secret. Donc tout ça, c'est l'authentification O2. Et donc nous aurons besoin de spécifier client ID et client secret. Alors ici, pour cela, je vais compléter cette opération ici. Alors déjà, je vais copier ça. Voilà. Alors ici, parfois, au lieu d'utiliser le... Oui, ça peut marcher. On va ici. Localhost, oui. Alors parfois, il faut spécifier l'adresse IP pour éviter quelques problèmes. Alors ici, donc, je crée. Et j'arrive à la dernière étape. Vous voyez donc ici, donc j'ai client ID copié. Alors ce client ID que je vais copier ici et client secret, c'est celui-là. Alors client secret. Et puis pour vérifier, vous aurez besoin de faire sign with Google. Donc il faut faire l'authentification O2. J'utilise l'adresse mail, mon adresse mail. Et donc accès bloqué, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il me reste une opération d'autorisation que je n'ai pas faite ici. Ok. Alors ça c'est l'audience. Alors vous voyez donc ici il faut publier l'application, sinon ça ne marchera pas. Alors confirmer, publier l'application. Voilà. Alors maintenant je reviens vers voilà, l'authentification, Google Sheet, je fais ça. Alors ici ça marche, alors il me dit voilà, etc. Donc je lui demande voilà, de accéder à l'application Doctorant App. Et après, donc je vais lui demander d'autoriser ces opérations, afficher les métadonnées, etc. etc. Donc je vais activer tout, continuer. Donc j'autorise, en fait je suis en train ça c'est l'écran de consentement. C'est comme si Google il vous dit attention, il y a une application qui demande d'accéder à des informations sur votre compte, donc il faut autoriser. Donc vous voyez ici, donc ça c'est l'opération d'authentification qu'il faut faire. Ben, c'est la même chose que vous allez faire pour le cas de Gmail, c'est la même chose pour tous les services Google, les API exposés par Google, c'est comme ça que vous allez faire l'authentification. En fait, il y a des API qui nécessitent uniquement un API key, comme le cas de OpenAI, mais il y a des API qui nécessitent une authentification O2 qui demande client ID, client secret. Donc, vous aurez besoin de configurer donc le client O2. Donc voilà, donc ça c'est comme ça qu'on fait l'authentification. Alors, je vais utiliser donc celui que j'ai déjà configuré avant. Alors, je vais le configurer manuellement, c'est-à-dire la description de l'outil. Donc, c'est consulter la liste des doctorants. C'est le rôle de ce tool. Donc, quelle ressource c'est Sheet with Document. L'opération, c'est lire des lignes, get rows. Après, on va faire update ou delete, ça dépend de l'opération que vous voulez faire. Alors, ici, quel document? Vous voyez donc là, les Google, les sheets que vous avez. Donc ici, donc j'ai doctorant. Et doctorant que j'ai ici, donc ça c'est doctorant, j'ai une feuille qui s'appelle participant, que je vais sélectionner participant, et c'est tout. Vous pouvez tester. Normalement, si vous exécutez, vous allez avoir, vous voyez ici, donc il consulte le document que vous avez dans
Google Sheet. Voilà, alors maintenant j'ai un tool. Normalement, j'ai un tool qui permet de consulter la liste des doctorants. Donc, ça veut dire que, techniquement parlant, si je demande maintenant à l'agent, je veux la liste des doctorants de première année. Alors, ça, c'est le OpenChat. Voilà. Je veux la liste des doctorants. Je veux juste le nom et le prénom. Alors vous allez voir ici, donc là il détecte. Ouais, donc là on rentre maintenant dans l'agent AI. Et il va, ouais, donc il a appelé déjà, vous voyez donc le modèle, il a appelé la première fois. Le modèle lui a demandé de faire appel à ce tool pour consulter la liste des doctorants. Et puis, donc ça c'est les observations si vous voulez. Et puis, il va encore envoyer une deuxième fois vers le LLM. Il va lui envoyer la liste des doctorants. Et après, le LLM va maintenant tenter de répondre à la question de l'utilisateur. Et comme vous voyez ici, donc je vois bien la liste des doctorants qui sont dans ici mon fichier, comme ça. Alors, ça c'est la première étape. Mais en fait, moi, c'est pas ce que je veux. Je veux lui demander d'envoyer des emails. Alors maintenant, pour pouvoir lui demander d'envoyer le mail, donc j'ai besoin d'ajouter un tool. Cette fois-ci, c'est Gmail. Voilà. Alors la même chose, donc pour Gmail, donc j'ai besoin de le configurer. Et il faut créer donc les identifiants. Et pour créer les identifiants, je refais le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire il faut aller vers votre compte, il faut ajouter cette fois-ci Gmail, l'API de Gmail. Donc toutes ces opérations-là, donc je vais y revenir, mais en tout cas, donc c'est une opération que j'ai déjà faite ici. Donc je vais utiliser donc les identifiants que j'ai déjà configurés. Et puis la même chose, il faut décrire l'outil. Donc permet d'envoyer un email, tout simplement. Alors maintenant, là, en fait, ici c'est voilà, c'est le message. Quelle opération send? Donc c'est pour envoyer un mail. Vers qui? Alors vous voyez donc vers l'adresse mail, je connais pas. Alors maintenant, je vais lui demander, c'est le modèle qui va déterminer quelle adresse mail. Donc c'est pour cela que vous allez activer ici, voilà, avec cette icône que vous voyez ici. Voilà. C'est-à-dire, je laisse le modèle déterminer parce que c'est le LLM via l'agent qui va déterminer quelle est l'adresse mail qu'il va utiliser. Le sujet, je peux avoir un sujet fixe. Par exemple, je vais dire, le sujet c'est par exemple appel à candidature, appel à participation. C'est l'objet du mail. Le format HTML du mail. Le message, le contenu du message, la même chose, je ne le connais pas. Donc c'est le LLM qui va le rédiger, c'est pas moi. Donc je vais mettre ici, voilà, je vais laisser le modèle. Voilà, c'est le modèle qui va le déterminer. Et c'est tout. Alors ici donc j'ai configuré le mail. Alors on va faire un test. Donc je vais lui demander merci d'envoyer le mail à tous les doctorants. Voilà. Alors vous voyez donc il a consulté la liste, il a récupéré la liste, il est en train de rédiger le mail. Après il va faire appel à le Gmail Tool pour envoyer le mail, si tout se passe bien. Alors ici donc je vois que dans les adresses mail j'ai que voilà, j'ai la même adresse mail, donc ce qui fait normalement je devrais recevoir plusieurs mails dans la même adresse. Ça a pris du temps.
Alors, vous voyez déjà, il a déjà envoyé 4 mails. Il est en train de faire pour chaque mail. Donc, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, j'aurais pas dû lui demander pour tous les doctorants. C'est un peu beaucoup. Alors, pour ne pas attendre. Alors, il a terminé. Voilà. Donc, voilà. Tous les emails ont été envoyés avec succès, etc. Alors, on va regarder. Vous voyez, donc, je vois bien les emails. Alors, ici, donc, le mail. Ici, c'est exactement ce que j'ai demandé. Cher doctorant. Nous avons le plaisir, etc. Donc, de vous annoncer l'organisation de la journée doctorale. Voilà. Appel à contribution. Doctorants de première année, donc il faut faire un poster. Les doctorants de deuxième année, il faut faire une présentation orale. Voilà un résumé du planning. Alors, le planning, par contre, normalement, ça c'est pas bon parce qu'il a imaginé le planning. Ça c'est pas. Normalement, il n'a pas pour le moment le planning. Pourquoi? Tout simplement parce que le planning, je l'ai dans un autre sheet. Donc j'ai ici un planning dans lequel j'ai la date, l'heure, l'activité. Ici par exemple, ça c'est les inscriptions des participants après l'ouverture. Il y a une première conférence. Il y a la pause café, deuxième conférence, déjeuner et présentation des doctorants en 4 sessions parallèles. Voilà. Donc ça c'est le planning. Donc ça veut dire que j'ai besoin également de faire ça. Donc j'ai besoin de lui demander d'ajouter un autre tool. C'est toujours sheet. Alors j'utilise la même authentification ici. Alors ici donc le set, je vais définir ça manuellement. Permet de consulter le planning de la journée, le planning de la journée doctorale. Voilà. Alors comme ça, parce que dans le système message, nous avons demandé d'inclure un résumé du planning de la journée. Donc forcément, il faut qu'il y ait ce tool. Alors ici, donc la même chose. Donc je vais lire les lignes. From, le fichier c'est planning. Quelle feuille? C'est feuille 1. Il y a une seule feuille. C'est tout. Alors ici, donc maintenant, il a ce planning. Je peux vérifier. Cette fois-ci, je vais lui demander. Alors, ici, donc, juste, on va essayer de... Voilà, comme ça, on va marquer le dernier message qui a été envoyé. Et quoi d'autre? Voilà, donc, on va lui demander, merci d'envoyer le mail aux étudiants de première année. Uniquement. Alors, vous voyez, donc, il consulte. Il va vers le LLM. Ça, c'est une première fois. Ensuite, ça, c'est... Il a consulté. Donc, ça, c'est toujours le raisonnement. Alors, parfois, sur les étapes de raisonnement, il se peut parfois que ça prend du temps. Vous voyez, donc, il a envoyé les 4 mails. Après, il a consulté il a consulté l'autre document, le planning. Il est en train de rédiger le mail. Alors ça, c'est quelque chose qui cloche, mais en tout cas, ça marchait. Alors, je vois les quatre derniers messages qui sont envoyés. Voilà. Alors ça, c'est pour première année. Vous voyez, donc, on informe bien les doctorants. Et après, maintenant, c'est le planning des présentations des posters, déjeuner, conférences, invite. Non, c'est pas normal. Parce que ici, j'ai pas le vrai planning. Il y a quelque chose qui manque. Alors, qu'est-ce qui manque? Donc, ça, c'est... Alors, déjà, au niveau du système message, on a bien précisé pour les doctorants, on a précisé, une fois le mail envoyé, mettre à jour.
Ah, parce qu'on a demandé de mettre à jour. Bon, je supprime pour le moment ça, parce que là, il va pas la comprendre. CTRL X. Dans le mail envoyé, le résumé du planning. Ça, c'est fait. Alors, ça, c'est le sheet. Qu'est-ce qu'il permet de faire? La description, consulter le planning de la journée doctorale. OK. Et celui-là, c'est consulter la liste des doctorants. Okay. Je vais actualiser. Alors, merci d'envoyer le mail aux doctorants de première année. Voilà, donc il a consulté les deux documents, il récupère les données et après, il va envoyer le mail. Voilà, donc il y a deux doctorants de première année. Alors ici, on va regarder maintenant. Voilà le premier. Alors là, maintenant, c'est intéressant parce que là, je vois pour les doctorants de première année, il faut préparer un poster. Alors normalement, notre prompt, on pourrait l'améliorer parce que n'est pas censé forcément de préciser ça. Une fois que c'est en première année, mais c'est pas grave. J'ai le planning, il a repris le même planning que j'ai, pas de problème. Alors ça c'est le premier. C'est ici il n'a pas précisé le nom, cher doctorant, mais je peux lui demander de préciser le nom du doctorant dans le mail. Alors comment on va faire ça? C'est dans les doctorants de deuxième année. Le mail doit contenir aussi le résumé du planning. Donc le mail à envoyer devrait préciser le nom, le prénom et le sujet de thèse du doctorant. Le mail devrait contenir aussi un résumé du planning. Un petit résumé. Résumé du planning. Voilà, actualisé et je teste. Merci d'envoyer le mail aux étudiants de première année. Aux doctorants. Voilà, il consulte la liste des doctorants, il revient, il consulte le planning, il revient vers le modèle, il rédige le mail, et puis il va faire appel à Gmail. Voilà, 4. Parfait. Alors j'ai 4 étudiants. Alors maintenant voilà, donc voyez, voilà, bonjour cher doctorant, voilà le message et voilà le planning. C'est exactement ça, c'est première conférence, ouverture voilà, 10 heures pause café, ça, ouverture des discussions, bienvenue, donc agentique, ça c'est la deuxième conférence. Et ça c'est voilà les présentations en session parallèle. Le sujet de thèse il est bien précisé.
Bon, ça a l'air d'être bon. Alors la dernière étape qui reste, c'est de lui dire une fois que tu envoies le mail. Alors vous voyez donc ici, donc j'ai pour les autres la même chose. Je vois c'est le nom ici qui change et le sujet. Bon, c'est un exemple d'automatisation, mais bien sûr, bon, c'est juste pour vous donner une idée, mais on peut faire beaucoup plus complexe que ce qu'on est en train de faire. Mais je pense que l'exemple, il permet de comprendre mieux donc le concept de AI Agents et surtout comment utiliser In8N pour automatiser donc ce workflow. Alors pour compléter, on va lui dire je vais ajouter un sheet encore. Sheet tool. Alors je vais utiliser donc ça, c'est l'authentification que j'ai créée. Ça c'est, on va lui dire, c'est mettre à jour la date d'envoi du mail, la date d'envoi du message. Ce qu'on fait ici, nous avons une colonne, on l'a appelé ici date d'envoi du mail, de l'email. Alors date d'envoi du mail. Alors ici c'est le sheet. Cette fois-ci on va faire update. On va mettre update row. Alors maintenant, quel sheet qu'on va mettre à jour? C'est doctorant. Quelle feuille? C'est participant. Alors sauf que ici c'est un peu différent. D'abord, quelle est la colonne? Mapping colonne mode. Alors ici donc je vais tester quelle est la ligne que je vais mettre à jour. Donc je vais par exemple définir le nom. Donc il va chercher la colonne, plutôt la ligne qui correspond à un nom prédéfini. Donc maintenant le nom, je ne le connais pas, je vais laisser le modèle le déterminer. Le prénom, je n'ai pas besoin. Et j'ai besoin de la date d'envoi du mail. C'est lui qui va la déterminer. Et puis le doctorant informé, voilà, c'est lui qui va la déterminer. Donc ça, c'est les informations qu'il va mettre à jour, si vous voulez. Donc ça, c'est le critère avec lequel il va trouver quelle ligne qu'il va mettre à jour. Et ça, c'est les champs qu'il va mettre à jour. Alors peut-être dans le système message, on va ajouter un petit détail aussi. Le mail envoyé devrait préciser le mail, voilà. À la fin, on va lui dire, une fois le mail envoyé, une fois les emails envoyés, mettre à jour la date d'envoi du message, du mail, et la colonne. Vous faites ici. Doctorant informé. Avec oui ou non. Avec oui. Doctorant informé. Voilà. Alors ici, enregistrer, actualiser. Alors ça, c'est mes tools. Et je vais tester. Actualiser. Bon, j'actualise juste pour vider cette mémoire-là, conversationnelle. Comme ça, on va pas compliquer un peu les choses. Alors ici, merci d'envoyer le mail au doctorant de première année. Voilà. Donc vous voyez, la question, il arrive directement vers le modèle. Le modèle, il va déterminer quelle est l'action à prendre. Il va vers l'action, il récupère les observations, il revient vers le modèle, il détermine l'action, il va vers il exécute l'action, il récupère les observations. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai montré ici.
ce que nous avons là, cette conversation comme ça, action, observation, raisonnement, action, observation, raisonnement, action, observation, jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Vous voyez, donc la tâche, c'est le système message. Elle est décrite dans le système message. Alors, il a terminé, donc il a envoyé le mail. Donc, on va regarder ce qui se passe. Alors, ici, je pense que, voilà, il y a deux. Déjà, je ne sais pas pourquoi, parfois il fait deux. Normalement, on va regarder combien d'étudiants de première année que nous avons ici. Alors, ici, je vois le planning, il est priori, conférence, présentation, doctorant. Alors, il y a quelque chose qu'il a raté. Alors, si on regarde, voilà, ça c'est bon. Alors vous remarquez déjà que, voilà, il a bien mis oui, 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 et le mail a été envoyé. Voilà. Donc, ça, c'est la date. Alors, ça, bon, ça prouve que, en fait, le workflow a bien fonctionné. Alors, sauf que, bien sûr, et ici, vous allez voir que déjà le contenu du mail, à chaque fois, il le change. Parfois, donc ça veut dire que notre déjà système message, il faudrait l'améliorer. Donc ça, c'est le prompt engineering. Il faut que ça soit un peu mieux clair. Et en même temps, ici dans les paramètres, alors dans les paramètres, les paramètres du modèle, vous voyez ici, donc ici, c'est déjà bon. Il y a un certain nombre de paramètres dont je n'ai pas parlé, par exemple max iterations, par défaut il est égal à 10, c'est-à-dire que quand l'agent communique avec le LLM, s'il y a une dizaine d'itérations, il n'a pas encore trouvé la réponse, il va abandonner. Donc ici, donc c'est ce qui est par défaut égal à 10. Alors autre chose, donc sur chat, alors ici sur le modèle lui-même. Alors sur le modèle, vous avez, voyez ici, vous avez la température. Oui, la température, vous avez en fait la fréquence pénalité, le maximum de tokens, vous avez pas mal de paramètres parmi lesquels on devrait avoir la température. Et donc si vous mettez la température à 0, alors si vous mettez la température à 0, ça veut dire que vous lui demandez d'avoir une réponse précise. Généralement, vous allez avoir le même mail qui va être généré. Comme ça vous permet de mieux tester le format du mail. Pour ne pas avoir, bien sûr, pour ce genre de tâches, il faut être sûr que le mail, c'est-à-dire qu'il va générer, est le bon. On va pas parce qu'en fait, par défaut, la valeur de la température, c'est pas 0. Vous avez une valeur entre 0 et 1. Donc, ce qui fait que pour ce genre de tâches, c'est lui qui va imaginer le mail qui va être envoyé. Si vous voulez être un peu plus précis, vous allez bien sûr vous allez régler les paramètres du modèle, et aussi vous pouvez aller jusqu'à, par exemple, définir un modèle de mail, les grandes lignes du modèle de mail qu'il doit écrire. Comme ça, vous le guidez mieux à rédiger le mail qui est conforme à vos attentes. Bon, je pense que ça, c'est l'objectif, c'est ça. Mais après, bon, l'exemple lui-même, vous pouvez toujours l'appliquer à d'autres choses, l'améliorer. Bon, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Maintenant, il faut juste noter que quand vous créez donc le workflow, vous pouvez toujours le tester avec une interface. Alors, vous voyez, donc c'est tout est la chat. Si vous l'activez, vous allez avoir une adresse ici, cette adresse-là. Et si vous prenez cette adresse-là, si vous mettez Save et vous activez votre workflow, oui, si vous l'activez, vous pouvez aller vers, vous mettez cette adresse-là et vous allez avoir votre chat. C'est-à-dire, vous allez interagir, vous lui dites alors si vous lui dites bonjour, alors bonjour, comment puis-je vous aider, liste des doctorants. Alors en fait, notre système message maintenant, il est un peu trop spécifique parce que il indique bien que il s'agit d'envoyer le mail.
Donc forcément, il va pas répondre à toutes les questions. Pour lui, le workflow, il est fait uniquement pour automatiser l'envoi des emails. Donc ce qui fait, si vous voulez avoir un système message qui est plus général, vous pouvez mettre un système message, par exemple, répond à la question de l'utilisateur en utilisant les tools concernés. Alors si vous faites un système message comme ça veut dire que là vous pouvez poser des questions, différentes questions, c'est-à-dire c'est lui qui va déterminer quel est le tool qu'il va utiliser, donc, pour ne pas le guider sur une tâche spécifique. Voilà, donc je pense que ça c'est bon. Voilà, j'ai quelque chose. Alors tous les emails ont été envoyés. Donc vous voyez, donc même si je lui ai posé la liste des doctorants, donc il a envoyé les emails. Et donc c'est pour tous les doctorants, forcément, vous voyez, il a fait tout ça. Alors le planning il est bien bon, donc ça c'est bon. Voilà. Alors après, bon, il y a des petits détails qu'il faut améliorer, mais en tout cas, ça c'est une première présentation sur cet outil-là, In8n. Forcément, il y en aura d'autres. À chaque fois que j'aurai l'occasion, je vous présente les petits détails de chaque chose. Donc, par exemple, comment utiliser les serveurs MCP, etc. Donc, il y a d'autres démonstrations qui sont là. Alors, comment créer... parce que là, on utilise des tools comme ça, mais ça serait bien de les exposer via un serveur MCP. Comment créer un client MCP, comment faire des choses un peu plus complexes. Bon, en tout cas, on aura l'occasion dans d'autres vidéos de vous montrer comment utiliser ce concept de... Comment automatiser les workflows en utilisant In8n, donc dans des applications de type agentique. Voilà, bonne soirée et bonne journée.